quel est le point de vue libertarien sur l'immigration? Plutôt open borders ou contrôle aux frontières? Certains ont du mal à situer le libertarianisme, mais aussi le libéralisme sur la question. Et d'ailleurs, il y a eu récemment des débats sur Twitter, ce qui nous a motivés pour faire cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Bienvenue sur cette chaîne, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Souvent, on entend dire que les libéraux et les libertariens sont pour une libre circulation des capitaux et des personnes. Et du coup, on va avoir des critiques autant à gauche qu'à droite. La droite conservatrice et nationaliste va critiquer les libertariens et les libéraux car ça serait des hippies open borders, ce qui va justifier une forme d'illibéralisme de la part de certains courants de droite. Certains vont rejeter toute forme de libéralisme, même juste économique, car pour eux, ça impliquerait forcément un libéralisme, on va dire, politique, qui serait donc en faveur d'une immigration massive, selon eux. Alors oui, le libéralisme économique, c'est juste l'application de la philosophie libérale au domaine économique. Mais en pratique, il y a quand même pas mal de pays qui sont plutôt libéraux conservateurs. Donc libéraux sur le plan économique, mais par contre sur le reste, très conservateurs. Par exemple, Singapour. D'ailleurs, en général, ils vont sortir un exemple qui est censé démontrer que le libéralisme, c'est forcément une immigration massive. Cet exemple, ça serait que sous Valéry Giscard d'Estaing, Bouygues a fait venir plein d'immigrés via l'État, pour avoir une main-d'œuvre pas chère. Sauf que cet exemple est idiot, parce qu'en réalité, on parle d'une grosse boîte française qui utilise l'État. Et d'ailleurs, eux-mêmes disent que c'est l'État qui a mis en place des moyens, comme le regroupement familial, ou des aides, ou des subventions, pour faire venir plus d'immigrés. Donc on est plus sur une forme de capitalisme de connivence qu'un capitalisme libéral. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, donc à gauche, certains vont réutiliser l'argument de la libre circulation des capitaux qui doit impliquer une libre circulation des personnes pour critiquer les libéraux ou libertariens qui sont un peu plus réfractaires à l'immigration. Parce que pour eux, ça serait une forme d'incohérence. Alors, les libertariens sont effectivement à la fois pour une libre circulation des capitaux, mais aussi pour une libre circulation des personnes. Sauf que la gauche et la droite ont en réalité quand même tout faux. En fait, ils font une erreur classique qu'on retrouve dans beaucoup de critiques du libéralisme, mais surtout du libertarianisme, qui est de dire que le libertarianisme, c'est une liberté totale et sans aucune limite. Sauf que ça, c'est absolument rien comprendre à la philosophie libérale comme libertarienne. En réalité, pour les libertariens, la liberté est contractuelle. Donc en un sens, elle est limitée, mais elle n'est pas limitée par une autorité étatique. Elle est limitée par un contrat passé entre différentes personnes consentantes. On pourrait résumer le libertarianisme de la manière suivante. Faites ce que vous voulez avec ce que vous avez et avec ceux qui sont d'accord. Et sinon, regardez notre vidéo qui résume ce qu'est le libertarianisme. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire concernant l'immigration, qui est quand même le sujet de base? En fait, sur l'immigration, il y a aussi une autre erreur que font la gauche et la droite quand ils critiquent la position du libéralisme. Parce que oui, quand on compare la liberté de circulation des personnes à la liberté de circulation des capitaux, il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que les capitaux, contrairement aux personnes, n'ont pas de jambes ni de conscience, et ne bougent pas par eux-mêmes comme par magie. Ça paraît assez bête dit comme ça, mais en réalité, non, c'est absolument fondamental comme différence. En réalité, un mouvement de capital d'un pays à un autre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une personne morale ou physique d'un pays A qui va échanger, acheter ou investir avec une personne morale ou physique d'un pays B. Imaginons que la personne du pays A va par exemple acheter un bien ou un service à la personne du pays B. Il y aura alors un contrat de vente et il y a un consentement entre les deux personnes. Et si c'est pas le cas, c'est parce qu'il y a une demande de chantage, une arnaque ou je sais pas quoi. En l'occurrence, ça ne respecterait pas le principe de non-agression et le droit naturel qui sont la base du libertarianisme, donc ça ne rentre pas en compte. Mais en tout cas, pour la liberté de circulation des personnes, on aurait donc la même logique que pour la liberté de circulation des capitaux, soit via un contrat et consenti par les différentes parties. Ok, donc là, on a vu les principes philosophiques, on va dire, mais du coup, quelle serait l'application de tout ça ? Maintenant qu'on a compris que l'immigration, selon les principes libéraux et surtout libertariens, c'était une immigration consentie, faite par contrat, comment ça se passerait dans une société anarcho-capitaliste, ce qu'on appelle une anarchapie? Dans une anarchapie, il n'y a pas d'État, donc pas de frontières étatiques. Par contre, s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas rien. Il y aurait une multitude de territoires, de villes ou de micronations, qu'importe, décentralisées et quelque part en concurrence. Mais s'il n'y a pas de frontières étatiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frontières tout court.
Bon, déjà, il y a toujours les frontières naturelles, même si aujourd'hui, elles sont quand même bien plus franchissables qu'avant, mais il y aurait potentiellement une multitude de frontières. Les frontières des différentes micronations ou territoires décentralisés, mais aussi les frontières personnelles comme celles de votre maison, ou de votre gated community, ou bien même de votre ville. Bref, les possibilités sont multiples. Attention, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'aurait que des villes privées avec des péages et on ne pourrait plus circuler d'une ville à l'autre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça n'aurait plus vraiment de sens, on a besoin justement d'être interconnecté. En fait, chaque territoire ou ville aurait des règles propres, donc potentiellement il y aurait des endroits fermés et d'autres beaucoup plus ouverts. Tout comme aujourd'hui, il y a des États fermés et d'autres plus ouverts. Là, ça serait un peu pareil, mais à une échelle plus petite. En fait, s'il y a une liberté de circulation, il y a aussi une liberté d'exclusion. Tout dépendra du contrat à l'arrivée de tel ou tel territoire privé. En résumé, dans un monde anarcho-capitaliste où tout serait privatisé et contractualisé, le problème de l'immigration disparaît. Et en fait, c'est la notion même d'immigration qui disparaît, car elle n'aurait plus vraiment de sens. Si vous voulez rendre visite à un voisin et qu'il accepte de vous recevoir, vous n'êtes pas un migrant. Et pourtant, vous n'êtes pas chez vous. Et si vous faites n'importe quoi, votre voisin risque de vous virer de chez lui. En fait, quand vous êtes rentré chez lui, vous avez passé un accord tacite, qui comprend le fait de ne pas salir ou de détruire le mobilier, par exemple. Et donc c'est ça, la liberté de circulation et d'exclusion, selon le libertarianisme. Alors tout ça, c'est bien beau, mais certains me diront qu'on est bien loin d'une société anarcho-capitaliste. Et aujourd'hui, en tout cas en Occident et en France, on est bien dans des États, même des États-nations. Donc admettons qu'un libertarien accède à la présidence d'un pays comme la France, ou comme Javier Milei en Argentine, quelle politique migratoire peut-il appliquer pour s'approcher de la vision libertarienne ? Bon, certains me diront qu'on peut faire une loi autorisant la sécession avec l'État. Et que donc, grâce à ça, il serait très facile d'appliquer les principes libertariens qu'on a vus auparavant. Alors oui, ça existe, mais en France et dans plein de pays du monde, il faudrait certainement faire une modification de la Constitution, si ce n'est une nouvelle Constitution. Donc, que fait-on sans passer par une sécession ou une chute de l'État? Mais si on est bien dans un État qui a des frontières. Si donc on veut une vision libertarienne de l'immigration, c'est-à-dire une immigration consentie et contractuelle, ainsi on pourrait imaginer une immigration par invitation. En gros, une personne morale ou physique, une entreprise, une association ou même un individu pourrait inviter une personne à venir dans son pays. Mais ça serait à ses frais et il en aurait la responsabilité. Car un des principes de base du libéralisme est que la liberté implique la responsabilité. On aurait donc une responsabilité financière et ou judiciaire. S'il y a un problème avec l'immigrant, que ce soit un problème de comportement de celui-ci, s'il a fait un délit ou un crime, ou alors inversement un problème de traitement de la part de l'entreprise envers lui, alors l'entreprise serait pénalement répréhensible. De manière générale, s'il y a une rupture de contrat par l'entreprise ou par le migrant, alors soit il y a une autre entreprise ou asso qui fait une reprise de contrat, soit l'immigrant est expulsé aux frais de l'entreprise. Et ça tant que la personne n'est pas naturalisée par exemple. Hans Hermann Hoppe, lui, imagine un système de caution. Les immigrants, ou ceux qui les invitent, devraient déposer une caution auprès de la communauté qui les invite, qui serait utilisée s'il y a un souci avec le migrant, pour notamment financer son expulsion. En tout cas, ce qui se rapproche plus d'une immigration par invitation privée, c'est ce qu'on appelle plus couramment une immigration par sponsoring. Avec donc deux types de sponsoring. Le sponsoring économique par une entreprise, c'est-à-dire que des entreprises vont sponsoriser des visas quand elles veulent recourir à l'immigration pour embaucher. Et après, on a le sponsoring humanitaire ou familial. Par exemple, un particulier qui veut sponsoriser un membre de sa famille, ou des groupes de citoyens, des ONG ou des communautés religieuses qui voudraient parrainer des réfugiés par exemple. Et attention, parce que je vois venir certains, le sponsor s'engage à financer les besoins de base du migrant, logement, nourriture, soins, etc., pendant une période donnée. Encore une fois, il y a une responsabilité économique et judiciaire, et aucune charge pour l'État. Alors tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est réaliste et est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce que des pays ont des modèles d'immigration qui s'en rapprochent? Figurez-vous que oui. On a par exemple l'Australie et un petit peu aussi la Nouvelle-Zélande. Effectivement, on y retrouve une logique contractuelle et par parrainage pour certains visas, comme le Skilled Employer Sponsored Visa. Une entreprise invite un travailleur, le soutient financièrement et doit justifier sa sélection. Si la relation contractuelle se termine, le migrant doit trouver un nouveau sponsor ou bien partir. Il y a une responsabilité légale partielle de l'entreprise. Et il n'y a pas de droit à l'aide sociale immédiate pour certains visas. C'est une sélection de personnes économiquement autonomes. Au Canada, on a un programme de parrainage privé, notamment pour les réfugiés.
Des groupes de citoyens ou des ONG peuvent parrainer un migrant et ils doivent prendre en charge financièrement et logistiquement l'intégration. Pour les travailleurs qualifiés, les entreprises du Canada ont un rôle clé dans l'immigration économique. Alors ici, il n'y a pas de caution comme chez Hop, mais une sélection rigoureuse. On peut aussi citer Hong Kong avant 2020, où il y avait une immigration très limitée et basée sur l'emploi ou l'investissement. Pas d'aide sociale pour les migrants et un système très contractualisé. Tu viens parce qu'une entreprise est prête à te recruter. Si tu perds ton emploi, tu dois repartir ou trouver un nouveau contrat rapidement. On peut aussi citer la Suisse dans une moindre mesure, car c'est quand même plus encadré par l'État, mais les migrants hors Union européenne doivent être invités par une entreprise avec un contrat de travail préalable. L'entreprise prend en charge les démarches et parfois même les frais de rapatriement si le contrat est rompu. Les migrants n'ont pas un accès immédiat à l'aide sociale et en bénéficier peut entraîner une perte du permis de séjour. Pour les Européens, il y a un accès plus souple, mais toujours conditionné à un emploi, un logement et une assurance. Pas de caution ni de responsabilité pénale de l'invitant, mais la sélection est stricte et l'État limite les flux par quota. Mais quels sont les résultats comparés à la France ? Alors, en termes de nombre, en valeur brute, la France accueille moins d'immigrés par an que l'Australie et le Canada, et un peu plus que la Suisse. Mais en termes d'intégration, l'immigration se passe globalement beaucoup mieux dans ces pays qu'en France. Ce sont des pays qui sont connus pour avoir peu d'insécurité et il y a peu de communautarisme, sauf au Canada où ça reste plus modéré qu'en France. Nous avons vu que les anarcho-capitalistes critiquent les frontières imposées par les États, mais prônent une immigration contractuelle et privée. Pour eux, la propriété privée et le consentement sont au centre du contrôle migratoire. Ensuite, nous avons vu des approches plutôt minarchistes ou libérales classiques, dans un cadre étatiste, ou ce qui se rapproche le plus de la vision libertarienne est l'immigration via sponsoring privé. Aussi, pour ceux qui disent que ça va pénaliser les salaires, ce qui n'est clairement pas un argument libertarien au passage, Ludwig von Mises compare les restrictions sur l'immigration à un tarif douanier sur le travail, qui réduit la productivité et appauvrit le marché global. Il voit les barrières à l'immigration comme inefficaces sur le plan économique et contraires à l'intérêt général. Bref, j'espère que pour vous, la vision libertarienne de l'immigration est maintenant plus claire. Évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec celle-ci, d'avoir une vision plus conservatrice, voire nationaliste, mais ce qu'on a décrit dans cette vidéo, c'est bel et bien la vision libertarienne de l'immigration. Sur le sujet, on vous laisse en description un article du Mises Institute qui rappelle les positions de Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Walter Block et Hans Hermann Hoppe. Sinon, vous pouvez aussi lire Bien comprendre le libertarianisme par Hans Hermann Hoppe. Il y a tout un passage sur l'immigration. On a fait un réel sur ce livre d'ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Abonnez-vous surtout si vous voulez comprendre encore plus le libéralisme et le libertarianisme. Et moi je vous dis à la prochaine pour parler encore de liberté.